Le conflit israélo-palestinien domine les gros titres, explose dans les fils des réseaux sociaux et suscite l'indignation à l'échelle mondiale. Mais malgré toute cette attention, beaucoup de choses sont encore mal comprises. Ce que l'on croit savoir repose sur des mythes répétés si souvent qu'ils sont acceptés comme des vérités, comme l'idée que les colonies israéliennes sont l'obstacle principal à la paix ou que l'identité palestinienne a été inventée par le KGB. Ces mythes maintiennent les gens dans leur chambre d'écho à débattre sans jamais faire face à la réalité. Alors, faisons-le. Déconstruisons ensemble 5 grands mythes sur le conflit israélo-palestinien. Mythe numéro 1. Israël pourrait résoudre le conflit en mettant fin à l'occupation. Beaucoup croient que tout se résume à une chose, que l'occupation israélienne des territoires palestiniens, si Israël y mettait fin, il y aurait enfin la paix. Mais en vrai, c'est pas toute l'histoire. Et si mettre fin à l'occupation n'était pas la solution que tout le monde imagine? Alors, on va commencer par définir ce qu'on entend par occupation. Elle a commencé après que Israël a remporté la guerre des 6 jours. Il a capturé ces territoires que ses voisins contrôlaient jusqu'alors. Israël a fini par en restituer certains, mais contrôle encore certaines de ces zones. Et justement, c'est ça l'occupation qu'on décrit. Les territoires que l'État d'Israël a conquis en 1967 et qu'il contrôle encore aujourd'hui. Mais les occupations militaires sont en fait fréquentes à l'issue d'un conflit en attendant un accord de paix. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon ont été occupés jusqu'à la capitulation et qu'ils s'engagent à coexister pacifiquement. Autrement dit, c'est pas tant que la fin de l'occupation mène à la paix, c'est plutôt que la paix mène à la fin de l'occupation. Mais avec les Palestiniens, ça n'a jamais été le cas. Quelques mois après la guerre des 6 jours, les dirigeants arabes ont déclaré les célèbres 3 noms. Non à la paix, non à la reconnaissance et non aux négociations avec Israël. And immediately after the war, we said, let us sit down and negotiate peace. They didn't do it. Au lieu de négocier la paix, il y a eu des décennies de violence, de détournement d'avions et 2 intifadas. Chaque vague de violence n'a fait que renforcer les contrôles de sécurité israéliens et durcir la vie sous occupation militaire. Mais elle est justement là la question clé. Comment est-ce que l'occupation pourrait être la cause du conflit si celui-ci a commencé des décennies avant l'occupation ? Bien avant 1967, même avant 1948, quand Israël est devenu un État, avant même qu'il y ait des frontières pour se disputer, il y avait déjà des émeutes et des attaques contre des communautés juives dans ce territoire. People say to us, pull back to the borders of 67, and then there will be peace. We were at the borders of 67. Why was there war? Cette question révèle une vérité extrêmement gênante. La réalité inconfortable, c'est que pour beaucoup de voisins d'Israël, le vrai problème et la cause profonde du conflit, c'est l'existence même d'un État juif. Parce que pour certains, toute autonomie juive, n'importe où en Terre Sainte, c'est considéré comme une forme d'occupation. Cette occupation, elle ne se délimite pas pour eux aux simples frontières de la Cisjordanie. Selon eux, elle s'étend de la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée. Alors justement, comme l'a souligné Ben Shapiro pendant un débat à l'Oxford Union, which part of Israel is occupied Palestine? There we go. There we go. There we go. So what you're calling for is the obliteration of the state of Israel, and all of this is just a cover for that. I appreciate your time. Si on accepte l'hypothèse selon laquelle Israël pourrait résoudre le conflit en mettant fin unilatéralement à l'occupation, nous légitimons de facto les extrémistes qui ne veulent pas de paix aux côtés d'Israël, mais qui ne veulent pas du tout de l'existence d'Israël. Maintenant, il y a quand même des considérations morales sérieuses concernant l'occupation en cours de la Cisjordanie. Palestinians in the West Bank do not vote for the sovereign of the West Bank, which is the Israeli military governor of the West Bank. And that's an imbalance. That's not okay. That's not sustainable. That's immoral. Alors des générations entières de Palestiniens ont vécu toute leur vie sous contrôle militaire. Et non seulement ça durait des décennies, mais en plus, c'est devenu de plus en plus dur. Aujourd'hui, les Palestiniens en Cisjordanie font face à des checkpoints, des restrictions de déplacement et une barrière de sécurité qui s'étale le long du territoire. Mais l'occupation, c'est pas le point de départ du conflit. Donc le simple fait de se désengager de Cisjordanie ne mettra pas forcément fin au conflit et n'apportera pas la paix. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'on doit accepter le statu quo ? On ne pense pas. Sauf que trouver une véritable solution à ce dilemme commence par être honnête sur pourquoi ce dilemme existe dans un premier temps. Alors justement, on passe au mythe numéro 2. L'identité palestinienne aurait été inventée par le KGB. Et si les Palestiniens ne sont pas un peuple réel, seulement des Arabes génériques,
pas différent des Arabes des pays voisins, simplement faisant semblant d'être un peuple distinct. Et bah, il est là le twist. Tout ça pourrait être en réalité une opération soviétique. The conspiracy is that the Soviets literally created Palestinian identity. That it was literally a construct of the KGB. And this is a very widespread view among, at least that I've encountered online, among many of the pro-Israel community. Alors ce mythe, d'où est-ce qu'il vient? Et bah, comme tant de théories du complot, il y a un petit noyau de vérité derrière. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique était en compétition d'influence contre les États-Unis. À mesure qu'Israël se rapprochait des États-Unis, les Soviétiques ont conçu un plan pour étendre leur influence chez les voisins arabes d'Israël. Dès la fin des années 1950, l'URSS a versé de l'argent, des armes et des ressources aux pays arabes pour les aider dans leur lutte contre l'État juif. En fait, pendant la guerre des 6 jours, on estime qu'Israël aurait détruit ou capturé l'équivalent de 2 milliards de dollars d'équipements soviétiques de haute technologie de l'époque appartenant aux armées arabes. Les soviétiques ont décidé d'investir fortement dans l'idée du nationalisme palestinien comme une forme de pression pour isoler Israël. Ils ont aidé les activistes arabes palestiniens à créer l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Et ils se sont pas contentés de quelques chèques en blanc, on pense même qu'ils seraient derrière la rédaction de la charte de l'OLP. Il est établi que le KGB a travaillé étroitement avec le leader palestinien Yasser Arafat, le formant dans une école d'opérations spéciales près de Moscou. On estime que Yasser Arafat recevait de l'Union soviétique environ 200 000 dollars par mois en argent blanchi pour soutenir la cause. Le département de propagande du KGB a, d'une certaine manière, recadré la cause palestinienne pour la présenter comme une lutte juste pour les droits de l'homme contre un oppresseur colonial beaucoup plus puissant, Israël, le principal allié dans la région des États-Unis. C'est pour ça qu'ils auraient demandé à Arafat de déclarer la guerre à ce qu'ils appelaient l'impérialisme sioniste américain. Et pour bien enfoncer le clou, les soviétiques ont piloté la fameuse résolution de l'Organisation des Nations Unies déclarant « le sionisme est un racisme », mais qui fut plus tard annulé. Donc oui, le KGB a été un énorme soutien du nationalisme palestinien, mais ça ne veut pas dire que l'identité palestinienne a été inventée par les soviétiques. The Soviets were working with Palestinian nationalists and militants, but I'm saying that to reduce the modern or the contemporary national identity of the Palestinian people to a mere Soviet intelligence and psychological warfare operation is truly inaccurate and quite ignorant. Le fait est que l'identité palestinienne n'a pas été inventée de toutes pièces. L'idée que les Palestiniens ne se voyaient pas comme un peuple distinct avant les années 1960 n'est tout simplement pas vraie. Et c'est pas non plus une question de quand est-ce qu'ils ont commencé à se qualifier de palestiniens, parce que jusqu'en 1948, le terme palestinien était souvent utilisé pour désigner les juifs. Nos ancêtres, nés à Jérusalem, avaient des certificats de naissance palestiniens. La vérité, c'est qu'avant l'État-nation moderne, beaucoup de gens dans la région avaient des identités hyper locales basées sur leur tribu ou leur village. C'était un système clanique. Donc si vous leur demandiez d'où ils venaient, ils vous auraient probablement répondu Lod, Jaffa, Jérusalem, Damas ou Le Caire. Mais à mesure que le nationalisme arabe prenait racine dans la région au XXe siècle, avec des Arabes en Irak et au Liban qui vivaient leur propre réveil nationaliste, beaucoup d'Arabes de Palestine ont été attirés par l'idée d'un État indépendant. D'autant plus que de plus en plus de Juifs immigraient dans la région, décidés eux aussi à créer leur propre État juif. Palestinian identity coalesces in response to the pressure of Jewish immigration. This is something that Palestinian scholars acknowledge, discuss, know. Au début des années 1900, certains Arabes ont commencé à revendiquer une identité nationale palestinienne distincte. Il y avait même un journal appelé Falastine qui s'adressait à ses lecteurs arabes en tant que Palestiniens. Symbolic representations and visual representation of the Palestinian identity may have come around later. But the Palestinian, like in people's hearts, in the way they speak, in the way they communicate with each other, like my grandparents in the 30s, they referred to themselves as Palestinian. Donc l'identité palestinienne n'a pas émergé soudainement dans les années 60. Elle s'est développée de manière organique sur des générations. Donc même si les soviétiques ont exploité la cause palestinienne pour leur propre lutte de pouvoir
et d'influence contre l'Occident, ça ne signifie pas qu'ils ont inventé l'identité palestinienne. C'est une théorie du complot dangereuse qui efface des siècles d'expérience et d'existence de la palestinité. Mythe numéro 3, les colonies israéliennes seraient le principal obstacle à la paix. Donc, après la guerre des 6 jours, Israël a pris la décision controversée d'autoriser des civils israéliens à construire des nouvelles communautés dans les territoires conquis en 67, les fameuses colonies. Le gouvernement offrait même des incitations pour que des Israéliens déménagent dans certaines zones à l'extérieur des frontières de 67. Les critiques d'Israël affirment que ces colonies rendent presque impossible la création d'un futur État palestinien aux frontières claires et connectées. Et en vrai, ces critiques, elles ont raison. Les colonies sont définitivement un obstacle à la création d'un État palestinien. Mais elles ne sont pas la raison principale pour laquelle le conflit perdure. Et le problème, c'est que quand ces colonies sont traitées comme l'obstacle majeur, ça détourne l'attention des enjeux plus grands qui freinent la paix. Regardez ce qui s'est passé par exemple en 2010, lorsque le vice-président américain de l'époque, Joe Biden, est arrivé en Israël pour une visite qui n'avait pas beaucoup d'enjeux. Durant ce voyage, le ministère de l'Intérieur israélien annonçait avoir approuvé de nouveaux logements dans un quartier juif de Jérusalem. Cette zone, elle était sous contrôle de la Jordanie et avait été capturée pendant la guerre des 6 jours, puis annexée par Israël en 1980. C'était un terrain vague jusqu'aux années 90, lorsque des Israéliens ont commencé à construire des logements. Mais ce quartier se trouvait en dehors des frontières originales d'Israël de 1948, à environ 500 mètres de la limite officielle. C'est nettement moins qu'une balade à pied de la porte de Jaffa au mur des Lamentations. Sauf que les médias internationaux se sont emballés, présentant le projet de construction comme une énorme controverse. The decision by the Israeli government to advance planning for new housing units in East Jerusalem undermines that very trust, the trust that we need right now in order to begin as well as produce have profitable negotiations. Mais les habitants du coin étaient perplexes. Pour eux, c'était qu'une construction ordinaire dans un quartier de Jérusalem. Sauf qu'à Washington, les retombées, elles ont été énormes. Le président Barack Obama a exigé qu'Israël annule les projets de construction de logements et gèle tous les nouveaux chantiers à Jérusalem-Est. The settlements have to be stopped in order for us to move forward. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. It is time for these settlements to stop. Ça a constitué un tournant majeur. Soudain, les colonies furent traitées comme l'obstacle principal à la paix, et ce récit a fini par s'imposer, focalisant toute l'attention et tout le blâme sur Israël, tout en ignorant d'autres obstacles majeurs, comme par exemple le refus des autorités palestiniennes d'accepter le droit d'Israël à exister comme État juif, ainsi que l'incitation continue à la haine dans les écoles palestiniennes et une forme de soutien au terrorisme. Alors vous direz peut-être, ok, mais qu'est-ce qu'il en est des colonies qui sont plus profondément enracinées en territoire palestinien? C'est pas un problème plus important? Eh ben oui. Elles sont bien plus controversées, mais il faut garder quelque chose de crucial en tête. D'abord, le conflit précède l'existence de ces colonies. Il y avait déjà de la violence bien avant 1967, et même avant qu'Israël existe comme État-nation. Deuxièmement, environ 80% des colons israéliens vivent dans 8 grandes communautés qui ne représentent que 4% de la Cisjordanie. Au moins certaines de ces zones sont censées faire partie d'Israël, dans tout accord de paix réaliste, avec échange de territoires qui ajouterait des terres israéliennes à un futur État palestinien. C'est pas une idée loufoque, elle a déjà été sur la table durant des négociations passées, y compris en 2008 quand le président palestinien Mahmoud Abbas avait proposé un plan permettant à plus de 60% des colons israéliens de rester en place. Et si malgré tout certaines de ces colonies doivent finir par être démantelées, en réalité Israël l'a déjà fait. Il s'est déjà retiré de la bande de Gaza en 2005, évacuant plus de 9000 Israéliens de 21 colonies, le Gush Katif. Et en 1982, Israël a évacué 18 colonies de la péninsule du Sinaï dans le cadre de son traité de paix avec l'Égypte. Mais il y a une question que personne ne se pose. Est-ce que un futur État palestinien devrait-il forcément compter 0 juif? La Cisjordanie est remplie de lieux historiques et sacrés pour les juifs. Des juifs vivaient à Hébron depuis des siècles, jusqu'à leur massacre et expulsion en 1929. Et en 1948, environ 10 000 juifs ont été tués ou expulsés de la Cisjordanie lorsque la Jordanie en a pris le contrôle. Même que pendant des décennies, la Jordanie n'autorisait même pas les touristes juifs à visiter ces lieux saints. Maintenant que des juifs ont rétabli des communautés en Cisjordanie, alors pourquoi la paix exigerait-elle forcément
forcément que ces terres soient nettoyées ethniquement encore une fois. Si un État palestinien est censé coexister pacifiquement avec Israël, pourquoi ne pourrait-il pas inclure une minorité juive, tout comme Israël inclut une minorité nettement plus importante, arabe? Alors, à certains égards, c'est vrai, les colonies sont un obstacle à la paix. Elles rendent la vie quotidienne plus difficile pour les Palestiniens et renforcent le cycle de ressentiment. Mais ces colonies ne sont pas la source originelle du conflit. Rejeter toute la responsabilité sur ces implantations, c'est commode, parce que quand le mot colonie est prononcé, déclamé sans contexte, il devient un substitut à un mythe beaucoup plus large. La croyance que tout Israël est une colonie et que chaque Israélien est un colon. Un peu comme l'idée que tout Israël est un territoire occupé. C'est une idée dangereuse qui est réellement un obstacle majeur à la paix. Maintenant, on passe au mythe numéro 4. La terre était vide quand les Juifs sont arrivés. Il y a cette phrase célèbre. La Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Elle incarne une idée puissante. Qu'avant l'arrivée des Juifs en Terre Sainte, c'était un désert. Que les Juifs ont travaillé dur, fait fleurir cette terre, et ce n'est qu'après que les Arabes ont commencé à affluer dans la région. Selon cette histoire, la plupart des Palestiniens actuels ne sont pas vraiment natifs de cette terre, mais simplement les descendants d'immigrés venus chercher une opportunité économique après que les Juifs aient réussi à transformer ce désert en une terre riche et fertile. Alors, est-ce qu'il y a un fond de vérité derrière ce mythe? On va commencer par la partie la plus facile à démystifier. À la fin de la période ottomane, la Palestine n'était pas vide. Elle abritait des centaines de milliers d'Arabes ainsi que des communautés juives bien établies. En 1915, on comptait environ 600 000 musulmans, 80 000 chrétiens et environ 40 à 100 000 juifs. Alors, il est où le fond de vérité derrière ce mythe? Quand les Juifs ont commencé à immigrer en plus grand nombre pendant le mandat britannique, ils ont effectivement apporté investissement, technologie et innovation. Les pionniers juifs achetaient souvent des terres marécageuses, rocheuses ou autrement inexploitées à des prix très élevés. Ils ont asséché les marécages, modernisé l'agriculture et créé des kibbutzim. Les visiteurs de la région étaient stupéfaits par le rythme de cette modification profonde de la terre d'Israël. The face of this land changes dramatically. It's transformed. Both because the Jews are draining swamps and the British are paving roads, and this land is just modernized very, very quickly. Even people who had nothing to do with the Zionist movement were oftentimes quite astounded by how much the land had just transformed in one decade. Mais ce progrès est aussi venu avec des tensions. Sous les Ottomans, le système de propriété foncière était semi-féodal. Vous aviez des propriétaires riches absents qui possédaient la propriété et des fermiers locaux qui travaillaient la terre depuis des générations, et c'est à peine s'ils arrivaient à survivre. Donc, même quand les immigrés juifs achetaient légalement la terre à des prix exorbitants, c'était le propriétaire foncier riche déjà existant qui devenait encore plus riche pendant que l'ouvrier arabe local était déplacé, perdant d'un coup sa maison et son gagne-pain. It was undeniable that that investment was flowing in, but the Arab complaint very often was that investment, that money, didn't reach the individual Arab. It didn't reach the simple farmer. That the only people getting rich were people who were already rich, the landowners. Mais même si la terre n'était pas totalement vide, qu'en est-il de l'idée selon laquelle la majorité des Palestiniens sont en fait les descendants d'Arabes qui sont venus dans la région pendant le mandat britannique? Alors c'est vrai que la population arabe au sens large a connu une augmentation énorme pendant cette période, mais la vérité c'est que la grande majorité de cette croissance venait de l'accroissement naturel avec baisse de la mortalité infantile et amélioration des conditions de vie touchant toute la région. Selon une enquête de la Jewish Agency for Israel, 77% de la croissance de la population arabe palestinienne entre 1914 et 1938 était due à l'accroissement démographique naturel et seulement 23% à l'immigration. The nature of undocumented immigration is that there are no documents. This was a boom area during the mandate in what was a very kind of economically stagnant region. I think it stands to reason that there was some level of immigration, illegal Arab immigration. But when I hear people say that more Arabs immigrated to this land than Jews, from my research, I've seen no reason to believe that, to suggest that. You can just look at population numbers. There were censuses conducted here, and the numbers just don't bear that out. So,
illegal Arab immigration was not zero, but I also don't think it was in the hundreds of thousands. Donc oui, c'est vrai, il y a eu une certaine immigration non documentée, mais les chiffres prouvent que l'immense majorité des Palestiniens d'aujourd'hui sont issus de personnes qui vivaient déjà dans la région depuis des générations. Maintenant, il y a un autre aspect de ce mythe selon lequel cette terre était vide. Et ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette idée, c'est que par conséquent, il n'y avait aussi aucun juif présent sur place. Beaucoup de gens pensent que les juifs ont quitté Israël de gré ou de force il y a des milliers d'années, qu'ils ont erré et parcouru le globe pendant des siècles, puis après l'Holocauste seraient revenus, auraient expulsé les Palestiniens et créé leur propre État, au détriment des aborigènes. C'est une histoire un peu simpliste qui s'est frayé un chemin jusqu'à se faire une place parmi les hypothèses crédibles sur lesquelles les personnes se reposent, peindre ce conflit. À tel point que même des humoristes comme Dave Chappelle en a fait des blagues. Dans ce stand-up, il décrit une idée qu'il a pour un film d'aliens. Le coup de théâtre, c'est que ces aliens proviennent à l'origine d'une civilisation ancienne sur Terre qui est partie il y a des milliers d'années, mais quand les choses ont mal tourné, elles sont revenues. So they come back to Earth. Decide that they want to claim the earth for their very own. It's a pretty good plotline, huh? I call it Space Jews. Mais bon, si on s'intéresse à l'hypothèse derrière cette blague, tout de suite moins drôle. Les Juifs ne sont jamais partis complètement d'Israël. Il y a toujours eu une présence juive. Oui, c'est vrai qu'à différents moments de l'histoire, après différentes guerres et sous différents dirigeants, beaucoup de Juifs ont été exilés ou massacrés. À d'autres moments, on leur a quand même permis de revenir. Donc des communautés juives ont constamment migré vers et hors de la région au fil des années. Donc, quand bien même la population de Juifs dans la région augmente ou diminue, il y aura toujours une présence. C'est pas un secret que les Juifs et les musulmans se sont même battus côte à côte contre les croisés chrétiens. Durant des siècles, on a connu plusieurs vagues d'immigration juive, comme après l'Inquisition espagnole dans les années 1400, ou dans les années 1600, quand des milliers d'Ashkénazes se sont enfuis vers Israël après un massacre massif en Ukraine. Même que vers la fin des années 1800, les Juifs étaient en fait la population majoritaire à Jérusalem. Et pas sûr que Dave Chappelle il ait pensé à ça, hein. La vérité, c'est qu'après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, le monde changeait. Partout, de nouvelles nations se formaient, y compris l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Et la Palestine ne faisait pas exception. Ce n'était pas une terre vide, il y avait des communautés arabes et juives. Et au fil du temps, chaque groupe a ressenti le désir d'indépendance et d'autonomie. Ce mythe qui nie l'identité des Palestiniens et des Israéliens délégitime la volonté de l'autre peuple. Et surtout lui nie le droit à l'autodétermination. Et ce mythe, il se perpétue avec le conflit. Alors justement, on passe au cinquième et dernier mythe. Israël est un état d'apartheid. De nos jours, on l'entend partout. It's a strong word that conjures up for many the dark years of white oppression in South Africa. Israeli officials are today committing the crimes against humanity of apartheid and persecution. A new report from Amnesty International labels Israel an apartheid state that oppresses Palestinians. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond? Le mot apartheid, il vient en fait d'Afrique du Sud, où pendant des décennies, le gouvernement s'est reposé sur la loi pour imposer une ségrégation raciale brutale et une discrimination contre les Noirs. Un peu à l'image des États-Unis jusque dans les années 60. Les Sud-Africains non blancs, donc les Noirs, ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas vivre là où ils le souhaitaient, ne pouvaient pas occuper certains postes et ils étaient séparés des Blancs dans presque tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, le terme d'apartheid est utilisé par certains activistes anti-israéliens pour décrire l'État hébreu, mais quand ils l'utilisent, ils ne parlent pas de comment Israël traite ses propres citoyens arabes ou musulmans qui vivent à l'intérieur des frontières d'Israël. Ils parlent de la façon dont Israël traite les non-citoyens vivant sous occupation militaire en territoire palestinien. Et ça, c'est une distinction énorme. Environ 20% des citoyens israéliens sont arabes. Ils votent aux élections, siègent au Parlement, au sein de la Cour suprême, dirigent des hôpitaux, enseignent à l'université et possèdent et dirigent des entreprises. En vertu du droit israélien, tous les citoyens sont traités de façon égale, peu importe leur race ou leur religion. Alors bien sûr que la discrimination existe et il y a une critique légitime à adresser à certaines de ces inégalités systémiques. C'est une discussion en cours sur les droits des majorités et des minorités qui caractérisent tous les États-nations, y compris la France, mais ce n'est évidemment pas de l'apartheid. Sauf que, encore une fois, quand on parle d'apartheid, on parle en réalité des Palestiniens qui vivent soit en Cisjordanie, soit à Gaza, et c'est là que les choses se compliquent vraiment. Oui, les Palestiniens qui vivent dans ces zones sont soumis à un régime très particulier. Ils ne sont pas citoyens d'Israël, ils vivent sous un système légal distinct, avec de lourdes restrictions de mouvement. Ils doivent faire face à des checkpoints, des barrières de sécurité, des limites quant aux routes qu'ils peuvent emprunter. Mais la distinction clé, elle est là.
cette différence n'est pas fondée sur la race ou la religion, elle est fondée sur la citoyenneté. Tous les pays du monde discriminent entre citoyens et non-citoyens et ces Palestiniens n'ont jamais été citoyens d'Israël. Dès 1950, la majorité de la population en Cisjordanie était en fait citoyen de la Jordanie, jusqu'à ce que la Jordanie les dépouille de cette citoyenneté en 1988. Oui, certains voisins d'Israël traitent en fait leurs habitants palestiniens comme des citoyens de seconde zone, en limitant leur droit de vote ou d'occuper certains emplois ou de posséder des biens, des terres, et je pense que c'est important de mentionner que aucun pays au sein de la communauté internationale n'accuse le Liban ou la Jordanie de pratiquer l'apartheid. Et il y a encore un autre détail que la plupart des gens ignorent. La Cisjordanie, c'est pas un bloc monolithique et toutes les terres ne sont pas sous contrôle d'Israël. En vertu des accords entre Israël et l'autorité palestinienne, le territoire est divisé en 3 zones. La zone A est sous pleine juridiction de l'autorité palestinienne, ça inclut la plupart des grandes villes palestiniennes. La zone B, c'est l'autorité palestinienne qui s'occupe des services civils et de la gouvernance locale et aussi des écoles. Mais la gestion de la sécurité, elle, y est partagée entre Israël et l'autorité palestinienne. Et pour le coup, ça concerne surtout des petites villes en périphérie. Par contre, la zone C, elle est bien sous total contrôle d'Israël. Mais le twist, c'est que même si la zone C, c'est la plus grande en termes de superficie, plus de 90% des Palestiniens vivent en réalité en zone A ou B, où ils sont gouvernés par l'autorité palestinienne. Ce que j'essaie de dire là, c'est que les Palestiniens ont leur propre gouvernement, leurs propres dirigeants et leur propre représentation politique. En d'autres termes, ils ne sont pas citoyens d'Israël et vivent sous une autorité distincte qui est en conflit avec Israël depuis des décennies. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Israël est irréprochable? Non. Déjà parce que beaucoup de Palestiniens voient en l'autorité palestinienne une sorte d'administration marionnette, subordonnée à la volonté d'Israël. Des générations de Palestiniens ont grandi sous une forme ou une autre de contrôle de la part d'Israël, sans les droits et libertés dont les citoyens israéliens peuvent jouir. Cette réalité est douloureuse et alimente évidemment la colère et le ressentiment de ces Palestiniens. C'est vrai que la situation présente quelques similitudes avec l'apartheid, mais les différences sont tout aussi nombreuses et importantes. En Afrique du Sud, l'apartheid était conçu pour garantir la domination blanche permanente. Il était explicitement conçu pour élever une race au-dessus d'une autre. Et la Cisjordanie, c'est simplement le résultat d'un conflit militaire prolongé, non résolu, qui a commencé par une guerre et n'a jamais réellement pris fin. L'arrangement était censé être temporaire, une opportunité mutuellement acceptée vers un État palestinien. Alors pourquoi cet État ne s'est-il pas encore matérialisé ? C'est une question légitime. Certains blâment le refus palestinien d'accepter toute autodétermination juive n'importe où dans la région. D'autres blâment les Israéliens qui s'opposent à la création d'un État palestinien. Mais qualifier l'ensemble d'Israël comme un État d'apartheid, c'est tout simplement inexact. Le problème avec le mythe de l'apartheid, c'est qu'il laisse penser qu'Israël est un système ethno-national, une société de suprématie juive qui considère les non-juifs comme des citoyens de seconde zone. Mais malgré ses défauts, Israël est la société la plus libre et démocratique du Moyen-Orient pour tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leurs opinions politiques ou leur orientation sexuelle. Et qualifier Israël d'état d'apartheid, ça masque le véritable problème, l'absence d'une solution politique pour mettre fin au conflit et à l'occupation militaire. Ces 5 mythes, ils ont tous un point commun. Ils diabolisent, ils délégitiment, ils nient l'identité des deux peuples. Et après, on se demande pourquoi c'est si difficile de trouver une solution à ce conflit. Et c'est sans évoquer les influences extérieures, notamment en lien avec la lutte anticoloniale qui ravage la société occidentale. Albert Einstein a d'ailleurs dit « On ne peut pas résoudre nos problèmes avec le même état d'esprit de celui qui les a créés. On ne peut pas accepter des mythes qui obscurcissent les véritables racines de ce conflit. On ne peut pas permettre à ces fausses vérités de nous détourner et de nous distraire de la recherche d'un terrain d'entente, de dialogue, de nous aveugler face à la possibilité d'une coexistence pacifique. Ce conflit ne pourra jamais être réglé à moins que l'on prête réellement attention, que l'on fasse fi de ces mythes et que l'on s'intéresse aux racines profondes de cette inimitié, cette mésentente entre deux peuples qui pourraient coexister ensemble.